OK, bah, c'est parti. Bah, merci à toutes et à tous d'être là, pour, cette introduction autour de l'event sourcing. Donc l'event sourcing, bah, pour certains, c'est un pattern, pour certains, c'est une architecture. Enfin, chacun le définit un peu comme il veut et de toute façon, comme tout autre, on va dire, pattern ou architecture, bah, les implémentations sont nombreuses et aujourd'hui, en fait, bon, je vais commencer peut-être par un petit disclaimer, mais c'est pas forcément propre à l'event sourcing. C'est de toujours se poser la question, dans l'IT aujourd'hui, si on a vraiment besoin, d'introduire des notions comme ça nouvelles ou une architecture différente au sein de nos projets. Si on répond par oui, bah, forcément il faut y aller. Si on répond par non, bah, il vaut mieux ne pas le faire parce qu'on a beaucoup un peu de comment on appelle ça? Le cargo culte ou un truc comme ça. C'est qu'on commence à regarder ce qui est un peu hype sur le marché, on le récupère chez nous parce que c'est sympa. Là, l'event sourcing, on va le voir plus tard, ça répond à une problématique en particulier ou à plusieurs, mais aussi ça apporte peut-être, son lot de complexité. Et c'est pour ça que, quand on commence à rentrer un peu dedans, ben, on essaie de voir un peu la littérature ou un peu ceux qui l'ont déjà utilisé pour savoir comment, on peut adopter et à quelle, problématique réellement cela répond. Et vite fait, en fait, on va commencer à voir que finalement, ça commence à toucher d'autres domaines, que ce soit des approches ou d'autres architectures et vite fait, ça peut devenir un peu compliqué. On se dit à la fin: «Est-ce que c'est vraiment la bonne chose ou pas?» Et encore une fois, hein, ce que je dis là, n'est pas forcément propre à l'event sourcing. C'est quelque chose qu'on croise généralement nous IT, un peu tout le temps, tous les jours, à tout moment sur nos projets, on se pose toujours ces questions-là. Et du coup, je j'insiste sur ce point. Il faut pas forcément chercher le moyen de faire les choses. Bon, bien sûr, il faut maîtriser, l'architecture ou le pattern ou ce que vous voulez, mais voilà, il faut vraiment, comprendre et prendre ce qui vous intéresse. Ce qui marche aussi chez les autres ne marchera pas forcément pour vous. Peut marcher, hein, bien sûr, mais encore une fois, quand on prend des choses ou qu'on rapatrie des choses ou quand on implémente des choses, il faut toujours que ce soit en bonne connaissance de cause et surtout de maîtriser, l'outil, quand on le récupère. Et là, franchement, ça, c'est la phrase un peu, passe-partout. Tout est question de trade-off, c'est-à-dire que, quand vous ramenez une solution, elle va forcément, bah, solutionner une partie de votre problématique, mais elle va forcément apporter d'autres choses, de la complexité, une lourdeur ou tout autre. Et donc c'est à vous aussi d'avoir cette balance-là et de voir si ça vaut le coup ou pas. Et ça encore une fois, hein, c'est pas propre à l'event sourcing. Bon, fini avec les disclaimers. Ça, j'insiste dessus parce que encore une fois, l'event sourcing, c'est une solution parmi d'autres qui répond à une problématique d'une certaine manière, mais ce n'est pas forcément la seule, ni la meilleure, ni la pire en fait. Voilà, il y en a tellement. Alors, moi je suis Haytham, je suis développeur depuis presque 15 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai travaillé dans un environnement, enfin sur une plateforme, qui utilisait l'event sourcing. Alors c'est une plateforme, dans la banque d'investissement qui permettait de faire l'origination, la syndication et le contrôle, de prêts pour les corporates. Et c'est une plateforme en fait qui, s'organisait en microservices, tout le monde en fait donc cette plateforme-là, elle ne fait pas exception. Il y a un petit legacy qui vivait à côté. Donc il y a de l'event sourcé sur certains domaines, attention, on n'en a pas fait systématiquement sur tout. Il y a un peu de CQRS et je reviendrai un peu sur ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et sinon, bah, il y avait du domain driven design. On a essayé d'en faire, tant qu'on pouvait avec, voilà, encore une fois, l'approche qu'on avait. C'est pas forcément tout by the book, mais on essaye quand même de faire les choses. Parce qu'il y a des choses, enfin, des pratiques dans lesquelles on croyait. On croit toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'emploie le passé. Et on a fait un peu de message driven architecture pour faire communiquer un peu tous ces services. Alors, pourquoi aussi cette plateforme-là, elle avait besoin sur certains domaines d'implémenter l'event sourcing? Parce qu'en fait, l'event sourcing nous permet de récupérer une log ou une sorte de log sur le comportement de notre applicatif et tout ce qui s'est passé dedans. Il faut savoir que depuis la crise des subprimes, les Madoff et compagnie, en fait, les régulateurs, pointent de plus en plus leur nez, dans les secteurs bancaires, spécialement dans la banque d'investissement, pour essayer en fait de demander des reporting ou des vérifications, pour, vérifier en fait que, il y a pas de tricherie sur le marché ou, que les banques en fait sont aussi solides que le prédentes. Et du coup, des fois, on nous demande le résumé des opérations ou des comportements qui se sont passés sur nos applicatifs et du coup, nous, on est obligé de les restituer. Et donc l'event sourcing répondait, à ce moment-là, en permettant de fournir une piste d'audit de tout ce qui s'est passé sur notre service et comme ça, on pouvait le restituer. Bon, heureusement, c'était pas, la seule contrainte d'ailleurs qui était plus ou moins adressée. Cela aussi nous permet finalement d'analyser le comportement de nos systèmes
Et aussi, ça nous permet de débugger et de tester et ça, je reviendrai un peu, plus en détail là-dessus pour vous partager, comment cela s'est fait. Alors cette présentation va s'articuler en 4 principales parties. On va commencer par présenter ce que c'est qu'un event. Pas d'event sourcing, mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'un event dans une notion d'event sourcé? On va parler aussi de limites, de logique, d'où est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa responsabilité. On va essayer de dézoomer un petit peu sur, le domaine pour un peu regarder tout ce qui gravite autour, comprendre un peu mieux peut-être des mécanismes et quelques notions d'architecture en dehors de l'event sourcing, mais qui ont quand même une relation avec. Et on finira par une question-réponse, à la fin. Bah, sans plus tarder, commençons déjà par parler d'event sourcing, bah, la grosse définition. Alors, qu'est-ce que c'est l'event sourcing? Alors déjà l'event sourcing, peut-être que vous êtes plus familier avec, le state sourcing. Alors le state sourcing, c'est, quand une application finalement pour, on va dire, répondre à une problématique, bah, finit par stocker des états et à chaque fois, en fait, elle part de cet état-là pour essayer de, muter, d'évoluer vers l'état suivant et donc à chaque fois, en fait, on pivote entre un état 1, 2, 3, 4 et on continue comme ça. Certaines applications, gardent une piste d'audit de ces états-là. C'est-à-dire, à chaque fois que l'état change, on va prendre ou capturer l'ancien état et peut-être le mettre dans une table archive ou l'avoir en tout cas de côté pour pouvoir essayer de repasser sur tous les états, que, peut-être notre système, notre compte bancaire, enfin les agrégats ou les entités qui composent notre système, passeront par. Alors l'event sourcing, la différence, c'est qu'au lieu de stocker les états, on va plutôt stocker les transitions, c'est-à-dire tout le comportement du système qui aurait amené un état A à migrer ou à muter vers un état B. Et donc c'est ça la différence entre les 2. Donc l'event sourcing, c'est une pile aussi d'events et donc l'enchaînement ou l'empilement des événements va constituer notre historique. Donc je reprends un petit peu ici, par rapport à l'agrégat. Alors qu'est-ce que c'est l'agrégat? Alors vous allez entendre peut-être des mots, ils peuvent être un peu barbares, mais pour certains, ça peut leur parler parce que, en fait, ils l'auront croisé peut-être dans le DDD ou dans tout ce qui est hexagonal ou des choses comme ça. L'agrégat, en fait, on va le définir comme l'unité de cohérence. C'est-à-dire que tout, bah, par exemple, si on prend la programmation objet, l'agrégat, c'est l'objet racine. Il peut contenir des, champs, des fils et tout ce qu'il y a là-dedans, en fait, l'agrégat est garant de sa cohérence. Donc si on parle, par exemple, de compte bancaire, pourquoi je parle de compte bancaire? Parce que je vais utiliser cet exemple-là pour illustrer après, tout cela. Le compte bancaire, par exemple, s'il a un statut, un montant, un propriétaire, des choses comme ça. Il faut que cet agrégat-là, c'est-à-dire le compte bancaire, garantisse à tout moment que les données sont cohérentes entre elles. Et donc là, cet agrégat-là, par défaut, dessine en fait la frontière transactionnelle. C'est-à-dire que tout changement qui se passe dedans, il ne peut aboutir qu'à notre état cohérent. Donc cet agrégat-là, que ce soit un compte bancaire ou autre, on va essayer de le commander, c'est-à-dire impérativement, on va lui demander de faire des opérations. Généralement, un compte bancaire, on va lui demander peut-être de, retirer de l'argent, faire un paiement, faire un virement, et cetera. Donc cette commande, quand elle arrive sur l'agrégat, là, on va appliquer une fonction de décision. Alors cette fonction de décision-là, c'est, elle qui est garante un peu des invariants de l'agrégat. L'invariant, en fait, c'est un peu toutes les règles, business, c'est-à-dire toutes les règles métiers qui vont définir la cohérence et la validité de cet agrégat-là. Si la fonction de décision aboutit, c'est-à-dire que tout est vérifié et la commande elle est conforme, en fait, cette fonction de décision, elle va créer un événement. Cet événement-là, il va matérialiser dans le passé le comportement que l'agrégat a fourni. Et je vais encore une fois revenir dessus pour expliquer vraiment ce que c'est que cet événement. Donc cet événement, quand il est produit, donc forcément, il va être persisté dans l'event store. Là où avant, peut-être, les applications un peu plus classiques, en mode CRUD, ils vont persister l'état. Là, on va plutôt empiler l'événement, parce que déjà, il y en a peut-être 2, 3, 4 événements avant. Donc, on va empiler celui-là par-dessus. Et on va appliquer la fonction d'évolution, qu'on appelle le applier, pour en fait faire passer cet agrégat-là de son état actuel à l'état futur, vu que cet événement-là a été popé. Et généralement, dans tout ce qui est event sourcé, cet événement-là peut avoir tendance aussi à déclencher quelques effets de bord en dehors de ce qui se passe dans l'agrégat lui-même. Donc, j'aimerais aussi revenir sur, une particularité, c'est la notion de réhydratation. En fait, qu'est-ce qu'on appelle réhydratation? C'est quand ton agrégat, en fait, reçoit une commande, bah, il doit partir d'un état. Cet état-là, finalement, c'est, l'empilement de tous les événements qui sont contenus dans son star. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai 8 événements avant et que je reçois une commande, mon agrégat doit déjà empiler les 8 événements grâce à sa fonction d'évolution, donc pour retrouver un certain état, pour pouvoir traiter cette commande et que la fonction des décisions s'applique sur le dernier état.
Donc là, on va reprendre un exemple du compte bancaire que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc on va dire que j'ai un compte bancaire, donc c'est lui mon agrégat, c'est lui en fait, qui va garantir un peu sa cohérence et là, pour simplifier un peu l'exemple, je mets en sorte que les règles métiers, enfin, c'est-à-dire les invariants, c'est juste une balance supérieure à 0. C'est-à-dire que mon compte doit toujours avoir de l'argent. Donc je reçois une commande, la commande elle est impérative comme je disais tout à l'heure, donc ça sera, débite-moi la compte de 200 € ou 200 dinars. C'est-à-dire je veux retirer de l'argent par exemple à un distributeur. Donc la fonction de décision, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va tout simplement comparer, le solde disponible par rapport au montant désiré pour vérifier que cet invariant est toujours satisfait. Dans notre cas, c'est le cas, parce que, étant donné que 500 est supérieur à 200, donc on va toujours être supérieur à 0. Et du coup, on va générer un événement. Et là, remarquez quand même que l'événement, c'est quelque chose qui est dans le passé, c'est à compte débité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été acté, parce que la fonction de décision, elle prend des décisions pour générer des événements. Donc notre comportement, c'est ça, notre compte a été débité. Donc c'est là où on parle toujours de event sourcé et de comportement. Donc c'est ça, dans l'event sourcing, on essaie de capturer le comportement. Et donc ce comportement-là, finalement, cet event, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on va naturellement le déposer dans la pile d'événements. Je parle de pile parce qu'en fait, l'ordre, il est important. Et donc du coup, donc les événements, comme je disais, ben, on va les reprendre du premier jusqu'au dernier dans l'ordre dans lequel ils étaient empilés. Quand on va appliquer la fonction d'évolution, bah, finalement, le compte qui était à 500 ici va passer forcément à 300 et on va envoyer en fait, peut-être en effet de bord, un SMS au propriétaire du compte pour lui dire, que finalement il y a eu, une telle somme qui a été prélevée sur son compte. Donc, à travers ça, là, on vient de tracer un cycle de vie plus ou moins de la commande jusqu'à l'événement, jusqu'aux effets de bord. Donc l'event sourcing finalement, c'est de dire qu'au lieu de persister le 500 ou le 300 pour dire combien il y en a réellement sur mon compte, je vais réellement en fait persister, tous les comportements, que mon système a produits. Et d'ailleurs, ça s'illustre bien dans le compte bancaire. Pourquoi? Parce que quand vous recevez peut-être, votre relevé de compte, bah, vous voyez en fait toutes les opérations dedans. Bah, ces opérations-là, c'est rien d'autre que les logs, c'est-à-dire les événements qui se sont déroulés sur votre compte. Alors, l'event sourcing, est des fois un peu trop, corrélé à ce qu'on appelle le CQRS. Alors le CQRS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Command Query Responsibility Segregation, c'est-à-dire qu'on va séparer la responsabilité de la commande de la responsabilité de la query. Alors, pourquoi on fait ça? Je vais présenter ça. En fait, on va dire la partie commande, c'est celle-là. Donc, c'est un peu l'agrégat avec, tout le fonctionnement qu'on vient d'expliquer, de partager. Donc ça, c'est la partie un peu écriture, d'accord? La partie query, c'est la partie un peu lecture et les 2 forcément, en fait, c'est la partie lecture qui va s'alimenter sur les événements que la partie écriture va produire pour pouvoir, en fait, créer des projections. Je vais revenir un peu en détail là-dessus, bien sûr. Donc là, cette partie-là, on l'a déjà vue, donc c'est la commande qui est envoyé à l'agrégat. Sa fonction de décision va produire un événement. Bien sûr, si, la fonction de décision, elle voit qu'il y a une violation, des invariants, elle ne va pas naturellement produire d'événement, hein. Sauf si cet événement-là, il a un sens métier, auquel cas on va le produire et le persister. Et du coup, cet événement-là, il va être renvoyé à la partie query. Là, j'ai mis un stream. Un stream, en fait, c'est une queue. Par exemple, c'est un RabbitMQ, c'est tout ce qu'en fait, toute queue, ça peut être aussi une queue dans un langage direct, hein, elle n'est pas forcément obligée d'avoir un host direct. Bref, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'asynchrone. C'est-à-dire, le temps que l'event soit envoyé sur le stream, le temps qu'il parcourt pour être lu par le denormalizer et que le denormalizer le traite pour créer la projection, il peut se passer quelques millisecondes, voire quelques secondes. Donc pourquoi on parle de CQRS avec l'event sourcing? Étant donné que cette partie-là, elle est principalement dédiée à la partie décision, généralement, en fait, on sépare, par exemple, sur un site de réservation de billets d'avion ou d'hôtellerie, on peut avoir beaucoup plus de parcours sur le site, de lecture, de visionnage de billets ou d'hôtels, que de commandes. Et donc du coup, on va séparer la partie query de la partie commande parce que la partie query avait, enfin, on pourrait peut-être popper 3, 4, 5 instances différentes pour pouvoir gérer, l'augmentation de flux. Là où sur la partie read, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup ou beaucoup moins en tout cas de réservations que de visites, bah, cela va nous permettre en fait de séparer un peu les 2 responsabilités. Ce qui est important de savoir, c'est que ce pattern-là existe, n'est pas propre à l'event sourcing et encore une fois, il n'est pas required pour faire de l'event sourcing. C'est-à-dire, c'est vous et vous seul qui choisissez si vous voulez faire de l'event sourcing ou pas avec du CQRS. Et encore une fois,
Cela va introduire une notion qu'on appelle l'eventual consistency. Je disais tout à l'heure en fait que cette partie-là, elle est asynchrone, c'est-à-dire que le temps que l'événement se propage sur le stream, qu'il arrive sur le denormalizer. En fait, le denormalizer, je ne t'ai pas expliqué, c'est simplement en fait une sorte de mapper qui va en fait, il a une intelligence pour désérialiser les événements et il va construire une projection, par exemple pour afficher un écran ou pour générer des reportings. Et du coup, c'est sa seule intelligence. Donc, il lit des événements et il génère une vue, enfin, c'est-à-dire un état. Voilà. Et cet état-là n'est pas forcément versionné, contrairement à l'Event Store, en fait. Et encore une fois, cette partie-là, on peut se permettre plus ou moins de la perdre parce que la source de vérité, elle est dans l'événement. Et on peut toujours reconstruire en récupérant tous les événements et en les faisant passer dans des normalisations. Mais encore une fois, je reviendrai sur cette partie-là en plus en détail. Mais encore une fois, gardez en tête que l'éventuelle consistency, c'est-à-dire la consistance éventuelle, c'est-à-dire que dans un laps de temps, mon état sera cohérent, mais je sais très bien qu'il se peut, entre ce que j'affiche et la commande qui est en train d'être traitée, il se peut que ça soit incohérent, mais sur un laps de données très très petit. Et encore une fois, il faut que ça soit aussi accepté par votre business, c'est-à-dire que le métier, il doit aussi être enfin, conscient de ça et des décalages que cela peut produire. Par exemple, je disais tout à l'heure la réservation d'avion, il faut comprendre qu'on peut, par exemple, perdre une réservation parce que là, on va montrer, par exemple, qu'il reste une place, alors qu'en réalité, il y a peut-être 2 secondes, elle était déjà réservée. Donc la personne, quand elle va réserver la place, bah, on va lui dire: «Non, mais c'est trop tard, cette place a été déjà prise». Donc voilà, il faut accepter cela. Je vois une question arriver, je vais la présenter. Et les projections, c'est comme les vues des bases de données. Alors oui, en fait, c'est des bases de données. Encore une fois, j'ai pas parlé techno. On peut persister, en fait, que ce soit les événements ou les projections dans des bases relationnelles, dans des bases de NoSQL. Enfin, vraiment, c'est la technologie, encore une fois, on est totalement agnostique à ça. Vous gérez comme vous voulez et sinon, oui, c'est des bases de données. Ça peut être difficile. En fait, franchement, ça peut être tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de dire, en fait, si je reviens ici, c'est que cette partie-là, l'event store, elle est forcément dédiée à l'agrégat et forcément, seul l'agrégat est censé lire dedans. Et cette partie-là, la projection, elle est généralement destinée, encore une fois, à du reporting ou à afficher un écran. Par exemple, encore une fois, si on parlait tout à l'heure des hôtels, généralement, quand vous naviguez pour voir les hôtels, vous avez une vue un peu petite, en fait, qui va peut-être prendre le nom de l'hôtel, les nombres d'étoiles, l'adresse, des choses comme ça, ou le prix de base. Et après, on a une vue plus détaillée avec le nombre de chambres ou le type de chambre, etc. Donc, ça peut être deux projections différentes pour servir deux écrans différents. Et encore une fois, vous le sauvegardez dans la base de données que vous aimez, relationnelle ou pas relationnelle. Encore une fois, c'est libre à vous. Ce qui est bien, en fait, c'est que ce pattern ou cette architecture, elle présente plutôt un mode de fonctionnement, c'est-à-dire séparer la responsabilité et de dire que c'est la query qui dépend de la commande et que la query, elle peut avoir des besoins en termes de performance, de disponibilité qui peuvent être différents de la commande. Et encore une fois, c'est le gain que vous avez, mais en contrepartie, vous avez de l'asynchronisme et du coup, vous avez encore une fois l'éventuel const donc là, c'est une passe rapide plus ou moins sur un peu les notions de base, c'est-à-dire l'agrégat, la commande, le message, l'event pardon et la fonction d'évolution, c'est-à-dire l'apply. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails de l'événement. En fait, l'événement, c'est quelque chose déjà qui se construit pas, côté IT. On sait très bien que côté IT, on aime bien faire de la conception, on aime bien popper des schémas, faire des modèles. Mais là, pour le coup, je ne sais pas si, certains d'entre vous font du DDD, c'est-à-dire du Domain Driven Design. Ils savent très bien que en fait, c'est des choses qu'on essaie de construire avec, notre métier. Enfin, c'est-à-dire les utilisateurs, les product owners, les analystes aussi, hein, s'il y en a, les QA aussi, s'il y a des QA, s'il y a des testeurs. Personne n'est exclu, c'est des choses qui se construisent vraiment autour de tous les stakeholders, les parties prenantes de, l'application ou du projet, sur lequel vous travaillez. Heureusement, il y a quelques événements ou pratiques qui nous permettent un peu de simplifier cet exercice-là, tels que l'event storming. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'event storming en fait, c'est, on réunit tout le monde, encore une fois toutes les parties prenantes et quand je dis toutes, c'est toutes les parties prenantes, hein. C'est pas que les IT avec leur manager ou leur business analyst, c'est toutes les parties prenantes, c'est-à-dire utilisateurs compris, product owner compris et tous ensemble, on va afficher par exemple sur un mur tout le flux dans notre système, c'est-à-dire c'est quoi les personas, c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi les événements, c'est quoi du coup les actions qui sont derrière, quels sont les impacts, et on va un peu chaîner tout cela.
pour essayer de dégager déjà la notion de comportement et qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a aussi le BDD, le Behavior Driven Development, qui peut aussi servir parce que là aussi, normalement, c'est votre un peu product owner ou votre utilisateur qui va dire voilà, moi, le comportement attendu pour moi dans le système, c'est celui-là. Et on va voir plus tard que, en fait, l'event sourcing peut répondre très facilement. En tout cas, on peut facilement dessiner des tests Gherkins sur nos projets en utilisant les événements. Mais du coup, pour résumer, il faut vraiment être focus sur le domaine, c'est-à-dire que c'est le domaine qui drive tout. Si vous êtes familier avec les DDD, forcément le langage ubiquitaire, l'ubiquitous language, ou on appelle aussi le langage omniprésent, je crois, c'est-à-dire que tout le monde doit partager les mêmes mots. Ces mots-là doivent être issus de votre métier, c'est-à-dire c'est les mots vraiment métiers, et on doit tous s'accorder sur leur signification. Et bien sûr, c'est ce qu'on doit retrouver aussi dans notre agrégat, dans nos commandes, dans nos événements. D'accord? Et aussi, on parle ici de bounded context. Ça aussi, en fait, ça touche un peu au DDD. C'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler les domaines les uns des autres, parce que chaque domaine, en fait, il a ses spécificités, il a un but à servir. Ils sont tous certes interconnectés, mais on doit faire ce découpage-là pour déjà dessiner quels sont les domaines qu'on a déjà à disposition, quels sont les stratégiques, quels sont les moins stratégiques. Et chaque domaine, après, il est libre en fait d'avoir l'architecture ou de se faire implémenter de la manière qui adresserait le mieux sa complexité. Je vois encore des questions arriver. Alors, l'event sourcing supporte le rollback aussi. Alors, je vais revenir un peu dans les prochains slides là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Alors, l'event sourcing, juste pour donner quand même un élément de réponse, normalement, c'est des choses qui sont immuables et immutables. C'est-à-dire quand on sort un événement, quand le système dit je me suis comporté de la sorte, c'est quelque chose généralement qu'on ne revient pas là-dessus. Alors ça, c'est la théorie. Bien évidemment, on sait très bien que si jamais il y a un bug qui s'est introduit dans le système, malheureusement, bah, il faut quand même des stratégies de reprise. Donc je vais les reprendre un peu dans les slides un peu plus tard. Et du coup, le rollback, si on ose dire rollback, on verra en fait il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs mécaniques qui s'offrent, en tout cas dans le monde de l'event sourcing, pour adresser cette question-là. Et j'en ai une autre. Vous pouvez nous expliquer plus la fonction apply? Ok, bien sûr. Ok, je vais revenir un peu dans les slides du coup. Alors, hop, je vais revenir ici. Voilà, très bien. En fait, ici, je vais reprendre un peu l'exemple du compte bancaire. Donc, je reçois une commande de débit. La fonction de décision, pour le rappeler, elle va vérifier les invariants. 500 supérieur à 200, c'est-à-dire ma balance sera toujours supérieure à 0 quand j'aurai traité cette commande. Donc, pour moi, les invariants sont OK. Donc, je génère un événement pour débiter la compte. La fonction apply ici, elle va s'alimenter sur cet événement que je viens de générer, mais elle va en fait s'appliquer sur la compte pour le faire muter. C'est-à-dire que là, en fait, moi, avant de générer cet événement-là, c'est-à-dire quand je vais appliquer la fonction apply, mon compte va passer de 500 à 300. Parce que c'est le comportement qui a été en fait décidé par l'agrégat qui va s'appliquer sur son statut. Encore une fois, le statut d'avant, c'est-à-dire avant que je reçoive le debit account, c'est-à-dire là j'avais 500, donc il se peut que dans mon event store, forcément, j'avais eu par exemple, j'ai fidé mon compte 2 fois, j'ai mis une fois 200 et une fois 300, donc ce qui me donne 500, donc j'avais déjà 2 événements. Et ça, c'est le troisième qui arrive, donc il va retirer ce coup-ci 300 € 200 € pardon, et du coup je reviens à 300. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, la fonction d'apply, il faut la voir comme une fonction d'évolution. C'est-à-dire c'est elle qui va faire évoluer l'état de votre agrégat, de l'état de maintenant, quand la décision a été prise, sur l'état d'après. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi fonction de dérivation, parce qu'elle va faire dériver ou muter votre agrégat. J'espère que ça répond à la question. Encore une fois, si c'est pas clair, n'hésitez pas à remettre une question, je repasserai dessus et je reviendrai plus en détail. N'hésitez pas aussi à mettre des exemples si vous voulez qu'il y ait un exemple particulier, je peux aussi le faire. Il y a une question qui rentre en même temps. L'event est après ou avant le apply? Alors, ouais, alors c'est un peu les 2. C'est un peu les 2. C'est-à-dire que, je reviens aussi sur l'hydratation du coup. Hop, voilà. Alors la réhydratation, c'est quoi? C'est moi j'ai un agrégat, d'accord? Avant d'envoyer la commande, mon agrégat, il a forcément un état. Si j'ai un compte bancaire, donc le compte bancaire, il part pas de nulle part. Donc l'état de départ, donc quand je monte mon agrégat pour lui donner la commande à traiter, l'agrégat, son état, en fait, ça sera les événements qu'il a déjà pris dans le passé. C'est-à-dire tous les événements que j'ai déjà pris dans le passé. Et encore une fois, je vais reprendre par exemple un compte. J'ai ouvert un compte, donc la première action, et après j'ai versé dedans 500 €. D'accord? Donc j'ai 2 événements qui sont dans mon event store.
Donc, quand j'envoie cette commande-là de retirer 200 euros, mon agrégat, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer la fonction d'hydratation à partir de l'event store pour monter. Donc, quand il va monter, c'est-à-dire qu'il va réappliquer tous les événements qui sont dans son store pour retrouver son état courant. Une fois il retrouve cet état courant, il va maintenant appliquer la commande et du coup, la décision va se porter sur l'état qui a été calculé par le apply. Mais après, c'est la décision qui va générer le nouvel événement. Et donc, ce nouvel événement-là, il va repasser dans l'apply pour faire passer l'état qui était dans l'agrégat, enfin, dans lequel l'agrégat était quand la décision a été prise, pour passer à l'état suivant. Pour reprendre, en fait, cet exemple-là, là, les 500, ça vient pas de nulle part, ça vient de l'apply avant d'envoyer, en fait, cette commande. Voilà. Et du coup, l'apply, finalement, il a deux fonctions. Il fait de la réhydratation, c'est-à-dire il fait recalculer l'état de l'account parce qu'encore une fois, dans l'event store, on n'a que le comportement, on n'a pas d'état proprement dit. Donc l'état, c'est l'empilement de tous ces événements-là. Et il va aussi intervenir pour faire muter notre account de l'état courant, là par exemple on était à 500 euros, vers l'état nouveau, c'est-à-dire 300 euros, après avoir appliqué account débité de 200 euros. Voilà. Et je reprends du coup là où je me suis arrêté. Voilà, je m'étais arrêté là. Oui, du coup, je m'étais arrêté et j'insiste encore un peu là-dessus, c'est que pour dessiner ou concevoir les événements, il faut vraiment le faire avec votre partie métier. L'IT à elle seule, malheureusement, ne pourra pas le faire et je vais vous dire pourquoi. Parce que on a tendance à essayer des fois de deviner un peu comment on devrait nommer des choses ou concevoir des choses. Dans un monde parfait, ça marcherait, mais on sait très bien que c'est loin de marcher. Pourquoi? Parce que on est en fait, l'IT n'est pas là pour deviner ce que le business veut. L'IT, elle est là pour travailler avec le business ou avec le métier pour essayer vraiment d'apporter des solutions à leurs problématiques. Donc voilà, il faut être deux pour que ça marche. Donc si on répond ou on devine des choses, déjà on est mal parti. Et là, quand on va par exemple, là c'est une pile d'événements, donc du plus ancien au plus récent, 1, 2, 3, 4, 5, donc dans l'ordre. Donc là, par exemple, j'ai créé un account, j'ai fait un update, un update, un update, un update et un delete. Donc ça, typiquement, c'est pas une très bonne représentation. Pourquoi? Déjà parce que quand on voit le 2, 3, 4, ben, on voit en fait qu'il y a update, 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 mais en réalité, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc déjà, il y a un premier, on va dire, smell, c'est de dire que en fait, c'est un peu obscur ou c'est un peu trop générique. Et aussi, ça ne reprend pas forcément un langage ubiquitaire comme on le voudrait. Encore une fois, le langage ubiquitaire, c'est-à-dire langage omniprésent, c'est le langage en fait du métier. C'est-à-dire quand le métier va venir vous parler, est-ce qu'il va vraiment vous parler account mis à jour? Je pense pas qu'il va dire ça. Après, ça se peut, hein, mais encore une fois, c'est là où il faut aussi challenger. Il faut dire, attention, updated, ça veut dire quoi? Il faut que ça porte un sens. Et pour illustrer un peu mon propos, en fait, on ne parle pas là, par exemple, d'un compte créé. Créer, c'est technique, en fait. Il faut pas que c'est une signification technique. On parle d'ouvrir un compte. Et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser ces termes-là. Pourquoi? Parce que l'event store aussi, ou la log d'événements, c'est quelque chose aussi que votre métier peut être amené à consulter. Encore une fois, je vous rappelle que nous, on l'a fait pour le régulateur, c'est-à-dire on l'envoie tel quel, enfin tel quel, pas totalement, mais en tout cas, les noms des événements que vous voyez là, on les envoie quasiment tels qu'ils sont présentés ici. C'est-à-dire que eux, ils sont capables de les interpréter directement. Et c'est là aussi un peu un objectif en fait du langage ubiquitaire, c'est-à-dire de retrouver un peu les notions métiers ou un peu partout dans le code, dans les discussions, et que ce soit vraiment un langage omniprésent. C'est-à-dire on parle que ce langage-là, et quand on dit un mot, tout le monde le comprend. Quand je parle d'un account deleted, ça c'est technique. Et quand on parle de fermeture de compte, ça parle à tout le monde, ça parle à votre conseiller en banque, ça vous parle à vous, et ça parle à tout le monde. Et là, pour updated, 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 bah, l'idéal, ce serait d'avoir quand même charged, credit, en tout cas d'avoir vraiment la notion de ce qu'on est vraiment fait comme comportement sur le compte. Et ça aussi, c'est l'un des objectifs de l'event sourcing, c'est capturer le comportement qu'on est censé déjà maîtriser parce qu'on a au départ dessiné, peut-être grâce à un event storming ou des choses comme ça, dessiné en fait ce comportement-là. Donc on s'y attend quelque part, mais des fois on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises, de voir un peu le système utilisé différemment et ça nous permet de capturer des choses comme ça. Voilà. Et la log aussi des événements, donc elle est certainement utilisée par l'agrégat pour monter un état, pour prendre des décisions, mais elle peut être, c'est aussi une base dans laquelle on peut piocher pour faire du monitoring, pour faire de la recherche aussi, pour comprendre un peu comment les choses marchent, pour anticiper sur les besoins futurs. Bref,
C'est vraiment une mine d'or en termes de valeur métier. Et pourquoi elle est plus importante ou meilleure à la limite dans certains cas, encore une fois, il faut vraiment faire attention. Je ne dis pas que l'event sourcing est meilleur que le state sourcing, mais dans certains cas, il répond mieux peut-être à des problématiques que le state sourcing. Le state sourcing, en fait, quand vous voyez deux états, et même si vous sauvegardez l'historique de vos états, c'est-à-dire je vais sauvegarder, par exemple, l'état, il était à 200, après il est passé à 500, après il est revenu à 100. Donc quand je sauvegarde que les états, j'ai jamais les transitions. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis passé de 100 à 500. Donc, est-ce que c'est le salaire qui a été versé? Est-ce que c'est un versement? Est-ce que c'est une prise d'intérêt? Enfin, et ces choses-là, on doit généralement les capturer pour mieux comprendre comment notre système est en train de répondre à la problématique qu'on est en train d'adresser. Donc, c'est très important. Et donc, quand on voit ces événements-là, bah, il faut forcément se poser toujours la bonne question, c'est de dire, il faut bien dimensionner et bien nommer mon événement. Bien nommer, donc on l'a dit, il ne faut pas que le name soit très générique. Updated, encore une fois, ça ne veut rien dire. Et on peut tout mettre dedans, parce qu'il faut pas oublier les événements, peut-être avec le temps, et là c'est une question qui a été posée, ça va peut-être être amené à évoluer. Donc si on met updated dedans, vous imaginez que tout ce que je veux, je peux finalement le mettre dedans, parce qu'il n'y a pas de frontière claire de l'événement. À quoi il sert, quel purpose ou quel comportement il va donner. Et donc je peux mettre tout ce que je veux là-dedans. Et limite, je peux même en retirer si je veux. Après, il ne faut pas aussi que ça soit trop fin. C'est-à-dire, trop fin, en fait, parce qu'encore une fois, là, on parle de comportement de système, on ne parle pas de comportement au niveau d'un champ. Donc, si j'ai par exemple un événement qui dit bah, le numéro de rue a changé, par exemple sur un changement d'adresse, bah, ça n'a pas de sens, parce que c'est tellement fin que ça ne porte pas les informations nécessaires pour dessiner un contexte. Et là, on parle plutôt d'adresse qui a changé ou qui a évolué ou autre chose. Mais on ne parle pas de numéro de rue a changé ou rue a changé. Parce que c'est encore une fois très fin. Et aussi, donc là, c'est le naming, mais on parle aussi de la taille du message. Donc, est-ce que le message doit contenir un certain nombre de champs? La réponse est forcément, ça dépend. Et il ne faut pas qu'il soit trop gros. Généralement, en fait, quand ils sont trop gros, c'est que on est en train un peu de mettre tout dans un message et c'est aussi un smell, c'est-à-dire il faut s'attendre à ce que le message soit toujours cohérent entre le nom et le contenu. Si l'un des deux n'est pas cohérent avec l'autre, s'il y a un champ dans le message qui n'a pas trop de rapport avec le naming, il faut peut-être aussi se poser des questions. Mais encore une fois, c'est des choses que de toute façon, vous devez faire avec votre métier. Et c'est avec votre métier que vous allez trouver très vite le bon dimensionnement. Après, forcément, il y aura peut-être une période de tâtonnement, des questions et des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se construit avec le métier. C'est pas inné, on peut pas le deviner, il n'est pas là pour être deviné. De toute façon. Et du coup, là tout à l'heure, il y avait une question qui parlait, je vais la réafficher. Il y avait une question qui parlait de rollback. Voilà, c'est ça. L'event sourcing supporte-t-il le rollback? Moi, je pense, ou je prends en tout cas une posture moins dogmatique, c'est-à-dire que c'est votre store, ça vous appartient. C'est à vous aussi de prendre en fait les décisions, encore une fois, conjointement avec votre métier. Et si vous voulez, par exemple, reprendre un event store, ça vous regarde. Après, encore une fois, il faut peser le pour et le contre, maîtriser les risques qui sont en face de vous pour savoir ce que vous faites. Mais il y a des mécaniques, parce que là, par exemple, on peut dire 1, 2, 3, 4, bah, le quatrième événement, là, c'était une grosse erreur, on veut le retirer. Franchement, si c'est un bug, de toute façon, il ne faut pas hésiter, hein, enfin, il faut le retirer. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il faut peut-être le loguer quelque part ou garder une trace. Ou sinon, il y a ce qu'on appelle aussi l'événement de compensation, c'est-à-dire on va pas le virer, mais empiler par-dessus un événement qui va le corriger. Et on prône plutôt ce truc-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit peut-être une connerie tout à l'heure en disant il faut virer le 4, il ne faut pas le virer. Pourquoi? Parce que si vous le virez, vous changez le passé. Vous savez que votre système l'a déjà produit cet événement-là. Et du coup, même s'il y a une erreur dedans, bah, il vaut mieux corriger avec un autre événement par-dessus. Comme ça, quand vous repassez sur votre log, vous savez ce qui s'est passé. Et vous savez à quelle heure aussi cela a été corrigé. Donc, par exemple, il y a un client qui a fait un virement instantané. Le virement instantané, ce jour-là, il était buggé. Donc, il a, par exemple, je ne sais pas moi, divisé la somme par deux, il a fait voilà, un bug. Donc, l'idéal, c'est de compléter avec un message de compensation pour dire je rajoute l'autre moitié. Comme ça, demain, si on essaie de retracer l'incident, par exemple, si le client a appelé, ben, on peut retracer les événements, on peut voir qu'il y a eu correction. C'est mieux que de passer ça sous le tapis, virer le 4 et le remplacer par un autre. Mais encore une fois, la décision vous appartient, c'est votre système, mais encore une fois, il faut le faire en responsabilité, c'est-à-dire il ne faut pas non plus mettre en danger la prod. Et là, on est en train de parler encore du dernier message. Imaginez si on change un message au milieu, parce que là, ça devient dangereux parce qu'on change le passé. Encore une fois, l'agrégat, quand il va remonter, quand je dis remonter, c'est-à-dire on va appliquer la fonction de réhydratation, hein, le apply, bah, on va appliquer 1, 2, 3, 4. Donc si le 2 n'est plus là, bah, on est en train de changer le passé et c'est jamais une bonne chose. Mais et là, du coup, je vais parler d'une mécanique qui est l'upcasting.
ou les upcasters. Donc ça peut servir aussi, ce purpose-là de dire, en fait, on a des événements qu'on a conçus avec notre métier, mais on s'est quand même raté. Enfin, il y a eu des ratés. Notre métier, il s'appelle software developer, donc soft, c'est des choses qui changent facilement. On est censé pouvoir intervenir dessus, donc il y a des mécaniques pour, mais attention, c'est des mécaniques qui ne sont pas forcément simples ou légères. Mais en tout cas, on peut via l'upcasting dire, bah, le message qui était account created, je vais le faire évoluer. Donc je vais créer une nouvelle version de ce message-là. Mais par contre, je vais être obligé de faire vivre deux versions. C'est-à-dire la version 1 et la version 2. Peut-être que dans le futur, il y aura que la version 2 qui va sortir parce que la une, soit il y a des données qui manquent dedans, soit elle n'est pas bonne, soit elle contient un problème, soit elle est mal nommée. Bref, il y a plein de choses qui vont peut-être voilà, vous pousser à le faire. On peut aussi dire qu'un message est trop gros, donc on va le partager en deux, ou au contraire, le 1 enfin le 2 ou 3, par exemple, ils sont tout le temps ensemble, donc du coup, on va les fusionner parce que c'est un sens métier qu'on n'a peut-être pas vu ou capturé dès le départ. On ne veut pas qu'il y ait 2 sans 3 ou 2 3 sans 2, donc on va les merger. C'est des choses qui se fassent aussi. Et cet upcasting-là, il peut se faire en dur, c'est-à-dire, en fait, on va créer vraiment et faire cohabiter plusieurs versions de notre event store, ou on peut le faire au runtime. Mais bien, encore une fois, là, je vous en parle pour dire que ça existe. Il faut bien évidemment essayer d'éviter au maximum d'avoir recours où il faut le justifier, parce que, encore une fois, faire vivre plusieurs versions d'événements dans votre event store, bah, automatiquement le rend plus complexe. Dans notre métier, la complexité, c'est la bête noire, parce qu'on sait très bien que faire vivre un soft, il n'y a pas pire que le rendre plus complexe. Plus complexe, c'est-à-dire immaintenable, c'est-à-dire difficile à faire évoluer, c'est-à-dire bah, la mort certaine du projet. Et donc, encore une fois, des mécaniques existent et heureusement, bah, il faut le savoir, mais il faut le faire vraiment avec parcimonie, c'est-à-dire il faut vraiment choisir ses batailles pour savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Et dans ce cas, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas être dogmatique là-dessus. Si vous pensez que la meilleure des choses, c'est de réécrire votre event store, bah, il faut se hedger, se backuper un maximum et il faut y aller. Parce que introduire aussi ou maintenir 15 versions pour un même événement, c'est peut-être à un moment donné contre-productif. Et sans oublier aussi que si vous changez votre événement, vos événements ici, il faut savoir que peut-être d'autres domaines s'y intéressent déjà et du coup, il faut penser à l'impact que cela peut avoir en dehors de votre domaine. Mais encore une fois, là, la relation entre les deux, bah, elle est peut-être simple, mais elle l'est pas. Parce que le message qui va transiter en dehors de votre domaine ne doit jamais être le même que vous êtes en train d'être stocké dans votre event store. Pourquoi? Parce que l'event ici, lui, il est designé en fonction du domaine. C'est-à-dire c'est le domaine qui va driver cet événement-là ou qui va le dessiner. Alors que le message qui va être publié entre plusieurs microservices ou plusieurs domaines, encore une fois, hein, les domaines ils peuvent être dans un même, ils peuvent être dans un monolithe, hein, on s'en fout. Mais en tout cas, ce message-là, généralement, il est drivé par le consommateur. C'est-à-dire c'est le consommateur qui a des demandes, des besoins, et du coup, celui-là, il va être dessiné pour lui. Donc on voit très bien que si jamais les 2 sont pareils, bah, on peut pas à la fois dessiner un événement pour un domaine et en même temps pour un domaine externe. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la il faut réduire l'adhérence au maximum, donc le couplage aussi entre les domaines et du coup, il faut que les 2 soient totalement différents. Même si au départ, on peut dire qu'on fait un mapping un pour un, mais encore une fois, il faut faire, attention parce que si celui-là évolue, bah, il ne faut pas que l'event store soit impacté parce que ça n'a pas de sens qu'un domaine s'impacte par ses consommateurs. Il faut plutôt dire ça, c'est un besoin métier et du coup, c'est de l'intérieur que ça doit évoluer. Encore une fois, c'est la majeure partie des cas. Il y a peut-être des cas un peu particuliers où ça peut arriver, mais encore une fois, moi, j'essaie de vous partager un peu un contexte vécu, donc qui est forcément un peu borné, quoi, qui ne reprend pas un peu toute la littérature ou tout ce qui puisse exister sur les projets. On va un peu se focuser là sur du coup le contenu de l'événement. Donc l'événement, on a parlé de size, on a parlé, de nom. Donc ce qui est vraiment à garder, c'est que l'événement, il va forcément reprendre la description de ce qu'il propose. Encore une fois, si on parle de, «J'ai retiré 300 € de mon compte», donc il faut forcément, bah, le montant qui a été retiré, peut-être aussi la localité, enfin il faut aussi des dates. Donc il y a une date business fonctionnelle et une date technique. Et une séquence aussi, parce qu'encore une fois, on a dit que dans l'event store, on a peut-être besoin d'un ordre pour remonter en fait et restituer un état d'agrégat, bah, il faut réexécuter l'event store dans l'ordre. On ne peut pas le faire dans n'importe quel sens. Et des fois, quand vous faites par exemple de la compensation, encore une fois, vous pouvez insérer donc un message, ça sera une date technique, mais la date d'effet qui sera dedans, bah, elle sera peut-être business et c'est là où aussi vous pouvez jouer sur ces 2 leviers. Mais encore une fois, c'est peut-être des cas un peu à la marge ou un peu touchy, vous n'aurez peut-être pas à faire ça. Mais en tout cas, sachez que, moi dans le contexte en tout cas dans lequel j'ai travaillé, en tout cas sur cette plateforme-là, on a eu de la compensation et de la compensation, encore une fois, qui répond à la question qui se posait sur les rollbacks. On a inséré un message plus ou moins, dans la pile, donc avec
une date business dans le passé, mais avec une date technique d'aujourd'hui. Comme ça, en fait, on voit très bien que techniquement, on a produit aujourd'hui l'événement, mais on veut qu'il s'insère dans le passé. Voilà. Et la séquence aussi, c'est quelque chose que vous pouvez aussi choisir de mettre, peut-être si vous voulez pas de date ou si vous n'avez pas besoin de date, mais je conseille quand même d'avoir des dates parce que ça simplifie la lecture du log, de dire bah, c'est la séquence qui fait tout, c'est 1, 2, 3, 4, et voilà, et c'est ça qui va m'aider à restituer en fait l'ordre de mes événements. Donc si on se concentre un peu plus sur la description de l'événement, si vous êtes un peu familier aussi avec le DDD, peut-être que vous connaissez le pattern technique des value objects. L'idée, en fait, c'est de mettre forcément des informations qui ont un sens. C'est-à-dire que je ne vais pas parler en fait de 15, mais je vais parler de 15 dinars ou 15 euros. En fait. Donc, il faut décorer aussi mes datas. Il faut qu'elles soient complètes, mais il faut au maximum travailler avec des primitives et il faut certainement pas qu'il y ait du comportement dans l'événement. Encore une fois, l'événement, lui, il matérialise la décision, il matérialise le comportement, mais lui, en lui-même, il n'a pas de comportement. C'est-à-dire, un événement, il décrit une opération qui s'est passée dans le passé, mais en aucun cas, lui, il a un comportement. Le comportement, il est plutôt dans la fonction de décision. Donc, c'est elle qui décide de faire X ou Y décision. D'accord. L'événement, c'est le résultat de cette décision. Et donc, ça, c'est très important et il faut vraiment le garder en tête. L'événement n'a pas de comportement. Voilà. Et bien sûr, il faut qu'il utilise au maximum des primitives et qu'il ait une représentation exhaustive de son périmètre. Donc maintenant, on s'est focalisé sur l'événement. On va essayer de voir maintenant la décision et l'apply, donc dans l'agrégat. Là, je reprends un peu le schéma de tout à l'heure de CQRS. D'accord. Donc j'ai toujours ma partie ici écriture, ma partie lecture. Je regarde, j'ai pas de nouvelles questions. Donc là, j'ai la partie lecture. Par exemple, ici, mon dénormalizer, il va calculer, par exemple, un statut. Le statut du compte, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est suspendu, est-ce qu'il est fermé, en cours de fermeture ou autre. Donc, je vais simplifier ce schéma-là, hein. Il est toujours le même, je vais juste le simplifier. Donc, je vais garder juste ma projection et ma partie écriture ici, account. Donc, j'ai vu déjà, malheureusement, des cas se produire où on va conditionner la fonction de décision sur des éléments qui sont en dehors de l'agrégat. C'est-à-dire, on va juste appeler la projection, on peut lui dire oui, donne-moi le statut de la compte parce que je dois vérifier, par exemple, si je verse de l'argent sur un compte, je vais vérifier, par exemple, s'il est ouvert ou pas. D'accord. S'il est suspendu, je dois interdire les opérations. Donc, du coup, je vais aller chercher le statut pour que ma fonction de décision puisse vérifier mes invariants. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut jamais faire ça. En fait, encore une fois, je rappelle, dans le CQRS, c'est la query qui dépend de la commande et non l'inverse, c'est-à-dire c'est la query qui lit les événements de la commande, mais la commande ne lit jamais ailleurs. La fonction de décision doit être restreinte à l'agrégat. Encore une fois, si vous vous rappelez l'éventuelle consistency, il y a un temps de propagation entre la décision et la mise à jour de la projection. Donc si ça se trouve, on est en train de vérifier un état qui n'est plus vrai ou qui est en train de changer ou se transformer. Donc raison de plus de ne pas le faire. Cela permet aussi de casser l'audit parce qu'on se base sur un statut externe, donc on ne le voit plus dans l'événement. Donc on ne sait pas pourquoi ces décisions-là ont été prises. Donc ça rend la lecture complexe. Et aussi, ça peut changer dans le passé. Pourquoi? Parce que cette projection-là, bah, elle peut se faire muter, elle peut se faire régénérer. Et du coup, encore une fois, on perd un peu la notion du passé et des événements qui doivent toujours reprendre un peu l'historique de ce qui s'est passé. Donc il faut vraiment faire attention quand vous utilisez le pattern CQRS. La dépendance, c'est query vers commande et non l'inverse. Et la fonction de décision doit être seule maître avec l'état de l'account pour prendre la décision. Donc toutes vos règles métiers, elles sont là. Et si elles se basent sur quelque chose qui n'est pas là, bah, il faut le rapatrier dedans. Donc, il faut faire attention. Elle seule, avec l'état de l'agrégat qui vérifie. Et quand je dis l'état de l'agrégat, dans une représentation, par exemple, orientée objet, ce sera les champs ou les propriétés de l'agrégat, mais rien d'autre. Et donc, les projections ne doivent ni être utilisées pour les décisions, ni pour la validation. Tout est propre à l'agrégat. Donc, c'est ça un peu la force aussi de l'agrégat, c'est que c'est lui, en fait, la frontière transactionnelle. Tout se passe à l'intérieur. Et donc, je vais vous présenter un peu peut-être la solution qui pourrait contrer un peu la problématique qu'on a vue. Donc, on a vu très bien que notre fonction de décision a besoin de matérialiser un statut pour prendre des décisions dessus. Et ben finalement, c'est à elle, du coup, de prendre cette décision-là et de le matérialiser dans un événement. Donc, le account being closed, bah, lui, il va être avec la fonction d'application appliquée à l'account pour dire bah, le statut de l'account. Donc, la fonction d'application, quand elle va lire ce message-là, elle va dire, bon, mon account, le statut maintenant, c'est being closed. Voilà. Donc, on n'en parle plus et ça a été décidé ici, avec l'event star. Et du coup, ce message-là, on peut après le communiquer à la partie query qui va se charger aussi de faire le mapping qui l'intéresse. Et comme ça, on enforce la partie décision ici
rien ne sort d'ici et la dépendance reste toujours dans ce sens, c'est-à-dire la query dépend de la commande. Alors, encore une fois, hein, je parle peut-être un peu plus ici de CQRS que d'event sourcing, mais encore une fois, étant donné que les 2 malheureusement, vous allez peut-être quand vous allez vous documenter un peu sur l'event sourcing, vous l'utilisez ou peut-être si vous l'avez déjà utilisé. La notion de CQRS est quand même, je trouve, assez présente, même si, encore une fois, hein, là où j'ai travaillé, on a fait, enfin, on en a 3 ou 4, je crois, domaines qui étaient event sourcés, mais tous n'avaient pas forcément de projection en mode query en CQRS. Il y en avait quelques-uns. Quand on avait besoin de restituer, on demandait à l'agrégat de nous donner son état ou de mapper plus ou moins l'état de l'agrégat. Encore une fois, c'est libre à vous de choisir la solution qui répond le mieux, sous réserve que voilà, elle ne rende pas votre système trop compliqué ou trop complexe. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, les frontières, encore une fois, ça reprend un peu ce que j'ai dit. Du coup, c'est la fonction d'application qui va maintenant, grâce à l'événement qu'on a généré, de dire bah, l'account statut maintenant c'est closed, c'est being closed, c'est des choses comme ça. Et ça reste la propriété de l'account. Il y a encore quelque chose du coup sur lequel j'insiste, il y a pas de business logic dans Apply. C'est-à-dire dans Apply, on va pas se poser de questions, on va pas dire: «Et si jamais il y a ça et jamais ça?» Non, la fonction d'application, c'est une fonction toute bête, un peu comme, peut-être le normalizer si j'ose dire, hein. Il va prendre l'événement, il va l'appliquer sur un état. Il va pas se poser de questions. Il va pas dire si cet événement-là, c'est normal qu'il soit là, est-ce qu'il est dans le bon ordre? Il s'en fout. On va lui donner les événements dans l'ordre, il va juste se charger de mettre l'état de l'account dans l'état dans lequel il devrait être, c'est tout. C'est-à-dire s'il reçoit, par exemple, un account status qui lui dit maintenant being closed et dans l'event d'après, il y a un account qui dit je verse 300 €, il va l'appliquer. Il n'est pas là pour prendre les décisions. Pourquoi? Parce que les événements, donc ce qui est un peu fait ou calculé par l'agrégat, voilà, dans le passé, doit être réappliqué tel qu'il était déjà fait. Parce que sinon, encore une fois, on revient et on rechange la logique. Si on s'amuse à mettre de la logique ici, cette logique-là, elle va évoluer. Et quand elle va évoluer dans le code, mais elle va jamais être matérialisée dans des événements. Et donc, du coup, on va changer le passé. Et c'est là où, encore une fois, pourquoi on appelle aussi ce pattern event sourcing, parce que c'est l'événement qui est au cours de tout. L'intelligence, certes, elle est dans la fonction de décision, mais une fois une décision est prise, elle est matérialisée, elle est là à vie. Et donc, l'application, c'est juste de dire j'empile, c'est tout. Je ne prends plus de décision à ce niveau-là. Voilà. Et donc, il faut faire attention parce qu'encore une fois, si vous faites de la validation ici, bah, les événements qui ont été empilés bah, peuvent demain ne plus être empilables parce que en fait, il y a votre système qui va lever une exception parce qu'il va dire ah non, ce truc-là, il n'est pas normal, etc. Alors que non, ça ne devrait pas être le cas. Une décision qui est prise, elle est prise. C'est comme si, en fait, voilà, en politique, quand vous avez un parlement, le parlement, il prend une décision, elle va être notée, on ne revient pas dessus. On peut l'amender, on peut la changer, mais on ne revient pas dessus parce que c'est le passé. Voilà. Alors, on va parler aussi de granularité de l'agrégat. Étant donné que l'agrégat, lui, c'est l'élément de cohérence, bah, des fois, on a tendance à dire, bah, on va tout faire rentrer dedans, comme ça, on est sûr que notre système, il va être valide. Alors, il faut vraiment faire attention à ça parce que bah, plus forcément vous grossissez votre agrégat, plus en fait, vous aurez des règles de la validation dedans et plus cela va vous aider à garantir un état cohérent. Mais ça sera forcément aux dépens peut-être de la performance ou de la concurrence. Pourquoi? Parce que si vous avez 2 agrégats qui peuvent vivre l'un, distinctement de l'autre, bah, vous pouvez du coup faire en sorte d'avoir des opérations parallèles sur l'un et sur l'autre. Mais là, si vous les réunissez, bah, vous êtes obligé de synchroniser. Et donc voilà, la taille et la granularité de votre agrégat aussi, il faut y faire attention. Il faut être sûr qu'on n'est pas en train de trop attacher des trucs, mais il faut aussi faire attention à ne pas trop séparer. Donc encore une fois, c'est la frontière de votre périmètre transactionnel qui va vous aider normalement à dessiner cela, et toujours avec votre métier. Vous ne faites pas les choses tout seul. Encore un truc sur les agrégats. Les agrégats aussi, parce qu'on parlait de la fonction d'application qui calcule l'état de l'agrégat. Donc l'agrégat, son état, il est emprisonné, encore une fois, dans une représentation orientée objet, dans ses champs. Et les champs aussi, on peut être tenté de dire, bah, l'account, de toute façon, quand on le crée, il peut toujours être waiting for activation. C'est-à-dire que voilà, quand on crée un account, il faut peut-être que le conseiller passe dessus pour l'activer. Et du coup, bah, on peut après être tenté demain de dire, mais on est en 2023, maintenant les validations, ça se fait en 2 appels API. On va toujours les créer en activé et si jamais, voilà, pour des cas particuliers, on va peut-être, les changer. Si vous faites ça, encore une fois, c'est mauvais parce que c'est des informations qui devraient être portées par des événements et ça ne devrait pas être, en fait, des champs par défaut ou des choses comme ça. Encore une fois, l'agrégat n'a pas de statut en dehors de ce qui se trouve dans les événements. Seuls les événements vont alimenter son statut et seul lui peut générer des événements. Voilà.
Donc il faut faire attention au default value, ça c'est typiquement le truc qui peut vous casser, tout votre passé. Et donc voilà, là je dis, il y a pas de setter pour ne pas faire muter l'agrégat d'en dehors de la fonction de décision. Mais dans la manière générale, bah, il faut jamais avoir de setter en fait. Bon, spécifiquement en orienté objet, il ne faut jamais faire muter, un agrégat ou une classe en dehors, de cette classe elle-même parce que vous cassez l'encapsulation. Vous rendez aussi votre agrégat anémique, c'est-à-dire que toute la logique qui est dedans va sortir. Vous dépouillez la fonction de décision de son rôle, c'est-à-dire elle est là aussi pour garantir que toutes les règles métiers soient concentrées dedans, aussi même pour vous, hein, single responsibility, enfin tout le solide quoi. L'agrégat, il est là pour dire, et principalement voilà sur le solide, enfin SRP, single responsibility principal, lui et lui seul, il est responsable de la partie métier et validation de métier. Comme ça, demain, si vous faites évoluer votre fonction de décision, bah, ça sera simple, ça sera ici. Vous n'auriez pas des setters qui appellent l'agrégat en dehors où il faut penser à l'échanger, etc. Donc, pour l'amour de Dieu, faites attention aux setters. C'est des choses en fait qu'il faut vraiment éviter parce que voilà, l'encapsulation, en tout cas au sens agrégat, elle est importante. Il ne faut pas la casser. Voilà, ça c'est le warning qui reprenne un peu ce que j'ai dit. Bah, j'espère que ça va jusque-là, que vous arrivez quand même à suivre. Je ne vois toujours pas de questions arriver. J'espère que c'est une bonne chose, c'est de dire que c'est clair. Ah, si, il y en a une qui vient d'arriver là. Un framework à conseiller. Ah bah ça tombe bien, ça fait. Je vais y aller. Je vais répondre à ça dans 2 slides. Je vais juste. J'ai touché un mot vite fait tout à l'heure en fait sur les testings. Alors j'ai parlé un peu de BDD aussi, de Gherkins. En fait, ce qui est bien et pourquoi je disais que ça se prête très bien, c'est qu'aujourd'hui, pour un peu dessiner un comportement attendu ou décrire comment notre système devrait fonctionner, bah, si vous avez fait du Gherkins, c'est-à-dire, enfin, rédiger des scénarios de test ou des scénarios test ou de comportement pour certains. En fait, ce qui est simple, c'est que les given, c'est des événements. Dire par exemple, j'ai ouvert un compte, je l'ai alimenté en 300 €. Quand je retire 200 €, bah, il me dit, OK et ton solde est de temps. Et ce qui est bien, c'est que finalement le contexte et le résultat, le comportement attendu, bah, c'est des événements et mon action, c'est la commande. Et donc ça permet aussi de dessiner facilement le contexte, c'est-à-dire l'empilement des événements qui vont construire un agrégat. La commande, c'est là où je veux interagir avec mon agrégat. Et qu'est-ce qu'il va produire comme événement? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est sa décision. Voilà. Alors, le snapshotting, bon, je ne sais pas, je vais peut-être parler rapidement de ça. Le snapshotting, en fait, alors, si votre agrégat, il a une durée de vie longue, très longue, c'est-à-dire il va générer énormément d'événements. Par exemple, le compte bancaire, c'est quelque chose qui vit trop longtemps, donc, sur plusieurs années. Et donc, imaginez-vous, avec toutes les opérations d'entrée et sortie, on peut générer énormément d'événements. Ben, on peut avoir une pratique qui s'appelle le snapshotting. Le snapshotting, ça revient en fait à condenser et à zipper ou à reprendre en fait une capture d'image, c'est pour ça qu'on appelle ça snapshot. On prend l'image, par exemple, au niveau du 50e ici événement, et va empiler ces 50 événements-là en une snapshot. Et cette snapshot-là, elle va nous permettre, alors ça peut être une snapshot fonctionnelle, ça peut être une snapshot technique. Alors fonctionnelle, ça peut être par exemple une année administrative. Par exemple, sur 2022, je prends tous les comptes et je calcule en fait une snapshot au 31 décembre à minuit. Comme ça, je capture l'état de tous les comptes à 2022 et je commence à remplir des événements à partir du 1er janvier 2023. Mais ça peut être aussi technique. Si par exemple, je me dis, voilà, tous les 50 événements, je veux faire un snapshot parce que après, quand je vais lire dans mon store, bah, je vais lire juste un snapshot et un événement. Et du coup, ça m'évite de charger 51 événements. Je vais plutôt faire ça. Donc, ça peut être fait aussi techniquement, entre guillemets, pour des raisons de performance. Mais encore une fois, il n'y a pas d'avis là-dessus. En fait, c'est encore une fois vous qui voyez. Au départ, vous allez forcément commencer par empiler des événements et les récupérer. Et vous allez voir s'il y a des contraintes de performance ou des contraintes métiers qui vont vous pousser peut-être à faire des snapshots là. Sachez que ça existe et vous pouvez aussi les utiliser parce que c'est une partie intégrante de la conception de ce qui est un event sourcing. Voilà. Et donc là, je vais arriver à la question de framework. Alors, il y a un framework qui s'appelle Axon. Alors moi, je l'ai utilisé en Java, ou en tout cas, voilà, sur Kotlin, Java, enfin, ce que vous voulez. Je ne sais pas s'il existe ou si il a une déclinaison sur un autre langage, genre JavaScript ou autre. Honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, en Java, il existe. Et il y en a forcément d'autres hein, qui existent. Mais là, je vous parle de celui-là principalement parce que je l'ai utilisé. Il faut savoir que utiliser un framework, ça a un coût.
Donc ça, encore une fois, hein, ça apporte des choses. Et là, c'est ce que je mets ici. Le fait d'utiliser un framework, donc il va vous donner un cadre, donc il va vous simplifier plus ou moins le fait de rentrer dans le pattern ou dans l'architecture. Mais encore une fois, bah, il va peut-être vous masquer un peu les concepts clés ou les concepts de base. Et aussi, il peut être un peu invasif. C'est-à-dire, si vous faites par exemple de l'architecture hexagonale, étant donné que l'agrégat et l'event sourcing, bah, c'est du métier, donc ça se trouve dans le domaine, bah, vous allez vous retrouver avec une dépendance dans le domaine. Et donc voilà, c'est à vous de dire est-ce que pour vous c'est acceptable ou pas. Encore une fois, c'est votre projet, c'est vous qui décidez. Il faut savoir aussi qu'un framework, bah, il y a un coût d'entrée. Il faut aussi voir, voilà, suivre un peu son cycle de vie, c'est-à-dire quand il y aura des montées de version, bah, il faut les prévoir aussi chez vous. Quand il y a des bugs fixes, des vulnérabilités, il faut aussi les prendre chez vous. Donc aussi, voilà, c'est pas gratuit. Partir sur pas de framework, et moi en tout cas, j'ai eu la chance de faire l'un et l'autre. Le framework, en fait, il vous permet vraiment de mieux vous approprier l'event sourcing ou les notions d'event sourcing, les principes clés. Mais bah, pour certains, forcément, c'est réinventer un peu la roue. Et Dieu sait que nous, on n'aime pas faire ça dans notre métier. Mais après, encore une fois, hein, c'est une question de point de vue et de contexte. Et aussi, il y a peut-être un drawback ou un con, c'est de dire, bah, on va forcément peut-être aussi refaire des erreurs que d'autres ont fait déjà et que peut-être un framework vous protégerait de faire. Je mets ça entre guillemets. Là, tout ce que je vous ai présenté, par exemple, sur le dimensionnement des événements ou des choses comme ça, le framework ne pourra jamais le faire pour vous. C'est vous qui allez forcément le faire. Mais par contre, tout ce qui est réhydratation, des choses comme ça, ou la notion de séquence ou des choses comme ça, bah là, c'est le framework forcément qui pourra vous aider là-dessus pour dessiner un peu vos entités, c'est-à-dire les agrégats, les événements, les commandes handlers, les commandes et des choses comme ça. Donc oui, les frameworks existent, mais comme tout framework, c'est un coût. Il y a un coût d'entrée forcément pour savoir l'utiliser, l'implémenter. Et aussi, voilà, du coup, ça reste une dépendance de plus. Voilà, donc il faut aussi que ce soit acceptable pour vous de l'adopter. Voilà. Tout à l'heure, en fait, j'avais touché un mot là-dessus, en fait, sur les événements et les messages. Et donc, pour dire encore pourquoi cet événement-là, il doit toujours être différent de ce message-là, parce que ce message, il est drivé par le consommateur, alors que cet événement-là, il est drivé par votre domaine. Et Dieu sait aussi que dans notre métier, on n'aime pas les adhérences, on n'aime pas les couplages. Et donc, du coup, étant donné que cet événement-là, il est propre au domaine et il ne doit pas, en fait, avoir une autre raison d'évoluer que si jamais le domaine évolue lui-même, donc on voit très bien du coup que celui-là, il ne peut pas être celui-là parce que le message et remarquez aussi, hein, ça s'appelle ça message et j'appelle ça événement. Ça, c'est métier. Ça, c'est peut-être un peu plus technique ou bah, ça peut être métier aussi, hein, parce que les domaines quand ils fonctionnent aussi, par exemple si j'ai un domaine par exemple, moi je ne sais pas, fraude ou statistique, voilà. Donc je vais me mettre à écouter des événements, par exemple, combien d'ouvertures de compte j'ai eu, combien d'opérations financières j'ai eu, de plus par exemple de 50 000 dinars ou un truc comme ça. Ce qui me permet peut-être de vérifier, voilà, s'il n'y a pas de fraude. Donc, le message que je vais attendre n'est pas forcément un événement où il va pas forcément matcher exactement avec un événement de l'agrégat. Et donc, encore une fois, pour réduire l'adhérence au maximum et pour aussi préserver votre domaine, parce que si votre événement il est amené à changer pour des raisons extérieures, c'est un peu le début de la fin, quoi. Donc, il faut éviter de faire ça. Alors, il y a une mécanique très importante. J'ai peut-être un peu abordé aussi le point, mais je vais revenir un peu en détail là-dessus. C'est la notion de replay. Ça veut dire quoi, replay? Donc, l'Event Store, on a vu, donc c'est un peu tout ce qui s'est passé bah, sur un compte bancaire, par exemple. Là, aujourd'hui, je suis en train de créer une application mobile. Donc, je vais créer un écran qui est petit, dans lequel il y a deux, trois champs, pour résumer peut-être votre solde, la dernière opération, des trucs comme ça. Et pour ça, en fait, je ne veux pas servir la projection ou utiliser la projection qui contient tout l'écran et toutes les opérations. Je vais en créer une nouvelle. Donc, je vais être amené à rejouer cet Event Store. Le rejouer aussi, cela peut intéresser en fait d'autres domaines à côté. Encore une fois, je parlais de reporting, je parlais par exemple de domaines de fraude ou de choses comme ça on est en train par exemple d'implémenter et du coup qui devraient s'intéresser aussi à ces événements-là. Et encore une fois, hein, je rappelle, le stream, c'est une queue, hein, ça peut être un RabbitMQ, là, c'est pour l'illustration. En l'occurrence, dans notre projet, c'était ça, mais ça peut être tout autre système de queuing asynchrone qui puisse exister entre un consommateur et un provider. Et il faut faire attention, c'est-à-dire que les événements, quand on va les basculer ou les envoyer, ça peut être des projections et du coup là on dit peut-être l'effet est minime, il n'y a pas d'impact, mais attention aux effets de bord. Ça veut dire quoi effet de bord? Effet de bord, si là en fait j'ai un reporting par exemple qui, à chaque fois, quand il voit par exemple manquant de passer sous les 500 dinars, il va envoyer par exemple un SMS d'alerte pour dire attention, ton compte il approche de zéro. Si je renvoie tous les messages là-dedans,
bah, mon reporting va tous les manger et il va dire: «Ah mais je vais envoyer du coup des SMS pour dire attention, alors que le truc s'est passé il y a peut-être 3 4 mois». Donc c'est pour ça qu'il y a une mécanique qu'on appelle replay. Donc on dessine un channel parallèle, qui lui, il est vraiment destiné qu'au replay et les systèmes en fait qui vont l'écouter ou les projections aussi, en fait, ils ne vont pas appliquer d'effet de bord sur ce channel-là. C'est-à-dire que là, si lui va se mettre à écouter un événement qui arrive sur le replay, il sait très bien que les effets de bord ne vont pas être joués. Voilà. Ce replay-là va vous permettre aussi de vous sauver la vie parce que, encore une fois, il se peut que des fois, en fait, il y a un système qui soit corrompu et du coup, vous devez soit, le corriger, donc repartir de zéro ou encore une fois, comme je le disais, repartir sur un nouveau domaine qui doit être alimenté par cette pile d'événements et donc du coup, il faut jouer le replay et pas le stream principal. Donc tout ce qui est live ou run, il se passe sur ça. Tout ce qui est replay, c'est-à-dire que qui est déclenché, par, en fait, l'équipe IT pour justement satisfaire, des nouveaux déploiements ou des choses comme ça, bah, ça, c'est fait à la demande sur des channels de replay. Voilà. J'ai touché un mot sur les projections aussi. C'est des choses qui doivent être propres, en fait, à un service ou une vue. Par exemple, si j'ai un nouveau service qui a un besoin et je me dis: «Ah, la projection A, elle peut, l'intéresser», je vais pas forcément les câbler, bêtement. Pourquoi? Parce qu'on va dire demain, lui, il peut avoir un autre besoin. C'était sa projection à la base, donc elle va grossir parce que je l'ai enrichie de 2-3 champs. Du coup, ben, ça va ralentir parce que du coup, lui, il s'attendait peut-être à servir une page avec 15 000 articles et vu qu'il y avait que 2 informations dedans, c'était rapide. Maintenant, j'en ai 15, du coup, ça prend plus de temps. Et il faut pas oublier aussi que si jamais la projection 1 venait à disparaître, encore une fois, je rappelle, hein, la projection, c'est pas la base de vérité. Donc, c'est des choses qu'on peut reconstruire, donc on peut, entre guillemets, «les perdre» parce qu'on a les événements qui peuvent reconstruire ça. Donc si je la perds, bah, du coup, je perds aussi 2 services ou 2 vues. Donc il faut jamais faire ça, même si on a l'impression que ça se ressemble, bah, l'idée, c'est toujours de mettre une projection C pour servir ce truc-là et comme ça, il lui est propre. Voilà. Un mot rapide, hein, sur les monitoring. Donc il faut vraiment, monitorer, tout, c'est-à-dire vos domaines, vos, channels, vos, replays, c'est-à-dire quand il y a un message en fait qui n'est pas, consommé par le domaine parce que, il n'arrive pas à le désérialiser ou il n'arrive pas à comprendre, une notion dedans, il doit le parquer quelque part et on doit avoir un monitoring dessus pour pouvoir le rejouer en fait et rattraper un peu, notre passé. Donc voilà, il ne faut pas oublier que, quand on produit un événement et un message, il y a la notion d'ordre aussi qui va intervenir. Donc quand il y a un message qui arrive, bah, il faut, si on par exemple, on le rate, qu'est-ce qui se passe si on reçoit un message derrière? Est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il faut arrêter le traitement? Est-ce qu'il faut voir qu'il y a une séquence qui a sauté, du coup on arrête les traitements? Donc c'est des questions, que qu'on doit se poser. Bah, le scaling, je vais peut-être passer un peu vite, il faut juste savoir que l'event sourcing, bah, n'échappe pas aux problématiques de scaling. C'est-à-dire si on a 2 instances concurrentes, bah, il faut aussi savoir gérer la concurrence pour préserver, rappelez-vous enfin le principe d'intégrité et le principe transactionnel de l'account et donc voilà, si jamais c'est de instance 1, instance 2 et chacune reçoit une commande, bah, si les 2 vont empiler chacune son truc, bah, quand je vais reconstruire mon agrégat à partir de ça, bah, je vais passer en dessous de 0 alors que c'était un peu ma règle de ne pas passer en dessous de 0. Donc l'event sourcing, il n'échappe pas à la règle. Il y a plusieurs solutions possibles. On peut avoir un pessimist lock, c'est-à-dire que, quand la première instance va travailler, elle va locker le store et du coup la deuxième, elle ne pourra pas travailler. On peut avoir un optimistic lock, c'est-à-dire que, les 2 vont générer la même séquence, du coup c'est le dernier qui arrive qui va perdre, donc il va pas pouvoir s'empiler et aussi, là je parlais d'Axon tout à l'heure, mais encore une fois ça c'est pas forcément propre à Axon, le framework. On peut avoir des, commandes bus distribuées, c'est des caches «distribuées» entre guillemets, qui permettent, grâce à une table de hachage, de dire en fait le compte X, là en l'occurrence le compte 1, 2, 3, il est traité par l'instance 1. Du coup, quand il arrive sur l'instance 2, elle va lui dire: «Non mon gars, hop, toi tu passes sur l'instance 1 et tu vas être traité là-bas». Comme ça l'ordre il est préservé et du coup, voilà le deuxième il va être rejeté. Voilà. En fait, j'espère que je n'étais pas trop rapide, en fait, sur, les notions de base de l'event sourcing. Il faut juste savoir que, voilà, il y a un coût d'entrée, mais encore une fois, ça dépend de vous. Si ça devient trop complexe, il ne faut pas hésiter de revoir des bouts, rediscuter toujours avec votre métier. Monitorer, mesurer, pour comprendre un peu comment votre système est en train de réagir, parce qu'il faut le maîtriser. Il faut toujours challenger en fait le métier quand il vous quand il vous donne des infos. Poser les questions vraiment, n'ayez vraiment pas peur. Il faut comprendre parce que encore une fois, ce qui est déployé in fine et ce qui va être produit, c'est la compréhension, de l'IT. Quand je dis IT, c'est tout métier confondu, hein, dev, manager, BA, ce que vous voulez et donc si vous avez mal compris ou mal assimilé un concept, bah, forcément il va se retrouver en prod et ce sera un bug.
Et surtout, bah, continuez à apprendre parce qu'encore une fois, hein, c'est des choses qui évoluent et heureusement, ça ne s'arrête jamais et voilà, bah, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vois que j'en ai perdu, quelques-uns, en cours de route et j'espère que vous avez aimé et pour la fin, bah, voici quelques livres, qui sont intéressants en fait. Bah, il y a du Domain Driven Design forcément. Alors si vous voulez rentrer, celui-là, il est vraiment pas mal. Il est léger et facile à lire. Il y a celui-là aussi, le Domain Modeling Made Functional. Je trouve que c'est un livre qui est un peu particulier, qui est, sympathique, enfin qui sort un petit peu aussi de ce que peut-être on a l'habitude de voir, dans les livres un peu technico-techniques. Et voici ici quelques liens aussi pour un peu avoir un plus d'infos, sur l'event sourcing. Alors encore une fois, hein, moi je vous ai présenté ici, un «retour d'expérience» entre guillemets aussi. Il y a forcément des choses qui sont bonnes à prendre, des choses qui sont mauvaises. C'est jamais fini, ça bouge tout le temps et voilà, bah, le reste, bah, vous appartient. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est le cas, vous pouvez les poser. Sinon, bah, étant donné qu'on est, questions-réponses, bah, vous pouvez aussi les poser en live, si vous voulez, bah, voilà. Bah, vous avez, le stage comme on dit, n'hésitez pas. Voilà, je prends les questions. Ah, j'en vois 2 arriver. Peut-on dire que les snapshotting, c'est comme faire un squash commit? Honnêtement, oui. Enfin, ça peut être ça, c'est, pour les non-initiés. Alors attention, hein, quand on fait un squash, on jette pas les autres événements. Là, peut-être vous le squash aujourd'hui, si vous êtes un peu en merge request ou en pull request, enfin ça dépend d'où vous venez. Le squash, en fait, il va prendre tout un historique d'événements, hop, ou de commits et il va les fusionner. Le squash, enfin le snapshotting, il crée en fait une vue condensée, mais il garde les événements parce qu'encore une fois, c'est toujours notre base de vérité. Donc on les supprime pas. Généralement, on peut les garder dans le même store, mais on peut aussi les déverser dans un store «d'archivage» entre guillemets. Donc ça ne disparaît pas totalement. Et une autre question, on n'aura pas une redondance pour le data persisting entre snapshot et event? Oui, forcément en fait. Quand on lit un event store, on repart toujours du snapshot le plus récent. C'est-à-dire que tous les événements qui ont été stockés avant, on va plus les lire parce que c'est le principe du snapshot, c'est de dire tu vas maintenant repartir de moi, parce que moi je t'ai condensé un peu tout ce qui s'est passé avant et hop, tu lis plus ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc oui, il y a forcément un risque si vous laissez les 2 et que vous vous lisez toujours depuis le départ, oui, forcément là, il y a un problème. Donc encore une fois, le snapshotting, il est là pour vous aider à alléger votre store et ne pas toujours repartir du premier message.